Bonsoir, ou peut-être bonjour selon laquelle vous nous suivez. Très heureux de vous retrouver. De la macroéconomie à la microéconomie, en passant peut-être par l'économie des ménages, nous parlons ici économie dans son ensemble et peut-être finances publiques. Alors aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il est président national du parti politique Orange, parti proche du pouvoir. Il est également président de l'Ordre national des architectes de la RDC. Pendant longtemps, il a été consultant pour pour différents projets de la Banque mondiale. Également cadre de direction du groupe Barty RTL RDC. Expert en passation de marché, doctorant en leadership de bonne gouvernance. Il est aussi auteur de plusieurs œuvres architecturales. Actuellement, il est général manager de son propre cabinet d'architecture. Monsieur Fiyou Nonoboni, bonjour. Bonjour, monsieur. Très heureux de vous accueillir ici dans notre plateau assez spécial. C'est un grand honneur de répondre à cette invitation également. Et je pense qu'avec nos téléspectateurs, nous allons avoir le temps d'échanger sur les différentes questions de l'heure et comprendre que être proche du pouvoir, ce n'est pas les concepts du mangeoire, c'est beaucoup plus un concept dans les sens... C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Dans la matérialisation de la vision. Et cette vision qui est importante pour le développement de notre nation et l'épanouissement de notre peuple. Bon, puisque nous en parlons en tant que président de parti politique, alors est-ce qu'on accuse aujourd'hui les partis politiques de ne pas avoir une vision assez claire de gouvernance? C'est-à-dire quand ils sont dans l'opposition ou peut-être que quand ils sont encore loin du pouvoir, ils sont là, ils parlent trop, mais une fois en fonction, on ne sent absolument rien. Alors ma question, c'est celle de savoir, est-ce que les partis politiques, aujourd'hui, vous enseignez à vos membres la gouvernance au niveau local, au niveau national, et la gouvernance également dans les finances publiques ou à manager dans l'économie nationale? En principe, quand il y a la création d'un parti politique, le fondateur, ou le collège membre des fondateurs, ou le visionnaire, la personne qui a eu la pensée de créer pour associer les autres, doit avoir une motivation qui les conduit à créer ce parti. Et cette modification part certainement d'un constat. Et les constats là, qui est sa motivation, il devrait également mettre en place un plan pour répondre aux préoccupations qui ont été son constat. Alors la réponse devrait se traduire par un plan, un projet de société. Un projet de société qui répondrait aux différentes préoccupations qui sont en fait les constats, la problématique qui a été posée. Alors, une fois la demande faite, en annexe, il y a un projet de société qui devra être la matérialisation de son idéal, de son rêve, une fois le pouvoir est obtenu, parce qu'il faudra maintenant bagarrer, se battre sur le terrain pour avoir ces moyens-là. Qui est le pouvoir? Parce que nous, le Parti Orange, nous considérons le pouvoir comme un moyen, afin de matérialiser son rêve, son idéal, sa vision. Alors, la question maintenant... Ouais. Et le projet de société, comment vous conseillez ces projets de société? Justement, je pars du constat. Bon, je vais y revenir à un certain moment. Alors maintenant, la question que vous posez est de savoir si le parti politique prend du temps à partager avec les leurs, c'est-à-dire leurs membres, cette vision-là, ce projet de société qui ferait qu'une fois au pouvoir, comment gérer, comment exercer, comment matérialiser. Bon, je peux dire d'une manière générale oui et non, d'une manière globale. Oui, parce que il faut pratiquer, il faut le faire. Non, parce que la plupart des partis politiques que nous avons ne sont pas préoccupés par toutes ces histoires-là. Ils sont beaucoup plus pas préoccupés dans le sens que le leader, qui est l'initiateur, soit placé. Une fois placé, il voit comment placer certaines autres personnes et bon, ils se mettent à s'organiser. Ne sont pas nombreux ceux qui travaillent dans le sens d'une planification claire. Une fois que nous avons le pouvoir, voilà comment nous allons gérer au niveau national, au niveau régional, au niveau, voilà la proposition que nous allons faire. Une planification qui devait être faite déjà en amont. En principe, c'est en amont. Les acteurs pour voir comment construire les écoles. C'est en amont. C'est-à-dire, excusez-moi, il y a des gens qui estiment que cela devait partir au départ. C'est-à-dire que le parti politique dit, par exemple dans notre quartier, une fois au pouvoir,
qu'est-ce qu'on peut faire dans ce quartier et dans cette commune, dans cette province. C'est-à-dire que cela est conçu avec les acteurs au niveau local. Est-ce que c'est exactement, c'est comme ça devait être fait. Bon, ça on est parce que quand ça tout dépend du niveau où la visée de l'obtention du pouvoir est fixée. Alors, d'une manière globale, il faut avoir tous ces éléments-là. Je donne un exemple. En 2018, avant les élections de 2018, j'avais fait cet exercice. On avait fait au niveau du parti. On a identifié, on a dit que bon, actuellement, le paramètre de l'IDH du Congo sont à tel niveau, le PIB est à tel niveau, tel paramètre est à tel niveau, mais une fois que nous arrivions à être associés ou avoir la possibilité d'exercer, quel sera notre apport pour que nous puissions passer la RDC de tel indice à tel autre indice. Parce que nous sommes aujourd'hui, l'indice de notre IDH aujourd'hui est faible et nous classe parmi le pays sous-développé. On n'est même pas parmi le pays émergent. Donc pour élever ce IDH-là, il y a les exigences. Il y a le niveau de vie sociale, il y a le niveau zéro de l'éducation. Or aujourd'hui, nous avions en 2016 33% de taux d'analphabète, mais avec la gratuité, on est baissé à 28% de taux d'analphabète. Donc c'est déjà un impact positif sur le taux, la diminution de l'IDH. Là, vous parlez d'un politicien. Donc... Non, je suis en train de donner les paramètres, les indices de développement. Oui. Donc ce sont ces éléments-là, tous ces éléments-là, mis ensemble, qui devraient être comprises par la personne qui est censée diriger demain et qu'il sache l'action qu'il va poser, le rôle qu'il va jouer, l'acte qu'il va poser va avoir un impact sur tel secteur et qui boosterait le développement du pays. Donc, c'est un grand travail, mais au-delà de cette situation, cette analyse liée à la compétence et à la connaissance, il y a une dimension que je trouve très importante que peut-être beaucoup de Congolais n'ont pas, et c'est la dimension de valeur, de la moralité. Et ce sont ces valeurs-là qui sont beaucoup plus importantes. La valeur d'intégrité, valeur de moralité, s'éloigner de la corruption. Toutes ces valeurs-là, en fait, ce sont ces valeurs qui nuisent. Parce qu'une personne qui n'a pas la compétence, le vol, une personne qui n'a pas la compétence, mais qui a un niveau élevé de valeur, la compétence peut s'apprendre facilement aux côtés d'un maître, d'un coach, on peut te former pour arriver à délivrer les minimums. Mais quelqu'un qui n'a pas de valeur à défendre, quel que soit le niveau de compétence, il va utiliser toutes ses compétences dans le sens de nuire et de détruire parce qu'il n'a pas de valeur morale. Donc voilà un peu ce que je dis. Nous devons beaucoup plus travailler dans les secteurs de morale parce que la compétence, un bon nombre de Congolais a cette compétence. Mais le niveau de valeur à défendre, à développer, je pense qu'on a un grand souci à ce niveau-là. Donc je peux conclure avec vous qu'il y a un vrai problème à faire et un vrai travail à faire au sein des partis politiques. Il y a un grand travail à faire. Pour permettre que ces partis soient viables et que tout part déjà de l'élaboration et la conception des projets sur base de la réalité. Justement, il y a un grand travail à faire, mais il y a également un grand travail à faire sur le respect de l'autre. Parce que vous allez voir quelqu'un qui se retrouve avec un niveau de responsabilité, mais qui ne sait pas valoriser ses collaborateurs, qui n'a pas un langage adéquat pour ses collaborateurs, qui considère ses collaborateurs comme, je ne sais pas, le simple... Non, il y a toutes ces choses qui devraient être apprises. Le respect de l'autre, la considération de l'autre, le respect de biens publics, le respect de ce qui ne t'appartient pas. Donc il y a toutes ces choses. Et là je peux vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, quels sont les critères pour bien sélectionner les futurs acteurs Mais je pense que cette question, je suis un chrétien, je veux revenir dans la conception. Une fois Jésus-Christ, on lui avait posé la question, comment pouvez-vous identifier un vrai disciple? Je crois que c'est presque la même question. Un bon disciple, on ne le reconnaît pas par se dire, on ne le reconnaît pas par ce qu'il fait de miracles, on le reconnaît par ses œuvres, le fruit qu'il porte. Vous comprenez? Quelqu'un qui porte de bons fruits, vous pouvez dire que c'est une bonne personne. Quelqu'un qui est incapable de gérer, par exemple, sa propre famille, il est incapable de gérer une nation. Quelqu'un qui est incapable de gérer une petite sphère, une petite entreprise personnelle, il ne saura pas gérer correctement une nation. Donc, c'est le fruit, c'est la
capacité managériale de faire le minima qui te permettra d'avoir un jugement positif et t'aider à gérer le maximum. Donc avant de nommer une personne, il faut qu'on puisse voir il peut y avoir, il faut qu'on puisse voir ce qu'il a déjà fait. Ce que vous voulez dire? Non, ça je donne un apport. Mais évidemment, il peut y avoir d'autres critères peut-être qui sont au-delà de ma perception des choses. Mais je dis à ce qui me concerne, vous avez dit comment il faut faire, mais je donne un élément. Parce que quelqu'un qui est incapable de faire le minima, il aura difficile de faire ce qui est beaucoup plus grand. Donc, il faudra que chaque acteur politique, ou chaque économique, ou chaque personne qui est censée avoir une portion de responsabilité, soit au préalablement être à mesure de gérer le minima. Parce que si quelqu'un n'est pas à mesure de gérer ces minima-là, vous lui confiez une grande responsabilité, c'est cette, je ne veux pas dire incompétence, je veux beaucoup plus dire dans les sens, cette mauvaise façon de faire va se traduire par la grande responsabilité qu'on lui confierait. Alors, bon, puisque vous êtes président d'un parti politique, quelle est selon vous la bonne approche économique pour le développement de la RDC? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer par quoi? Il faut faire quoi? C'est donc parce que vous êtes un parti politique. Mais c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, les concepts de la vision politique de la gestion d'une nation va avec l'économie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le choix même de tendance politique, tout ça, devrait avoir un impact sur la gestion. Parce qu'aujourd'hui, l'idéologie politique d'un parti politique est étroitement liée avec la démarche que l'on fait entre la loi de l'offre et de la demande. Prenons les cas du Congo. Le Congo aujourd'hui a un problème sur l'offre, a un problème sur la demande. Parce que dans la philosophie politique, plus on tend vers l'offre, on tend vers le capitalisme, les gens de la droite, tout ça, plus on tend vers la demande, c'est-à-dire on est des socialistes, les gauches, tout ça. Et au milieu, il y a plusieurs intermédiaires d'idéologie politique. Alors, pour le Congo aujourd'hui, nous avons un problème des capitaux sérieux. Donc, l'idéologie politique tendance capitaliste. Nous avons également un problème de la demande sérieuse. C'est l'idéologie du secteur socialiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a besoin de deux. Est-ce que nous allons épouser une tendance politique, une idéologie politique d'une manière aveugle parce que tout le monde le fait, ou nous allons régler ces problèmes par rapport à nos réalités? Et c'est là maintenant le Parti Orange, en ce qui nous concerne, nous avons mis en place une idéologie politique. Une idéologie politique qui va dans le sens du débat qu'il y a eu entre Lénine et Karl Marx sur la primauté du choix. Qu'est-ce qui vient avant entre l'idée ou la pensée et la réalité? Nous avons conçu notre système politique par rapport à la réalité que nous vivons dans notre environnement. Donc, ce qui fait que de cette réalité, nous concevons une façon de faire pour régler le problème de cette réalité, sans pour autant se définir d'une manière préalable de telle ou telle autre idéologie politique. Alors, cette façon de faire s'appelle le communautariste, le communautarisme. C'est cette idéologie politique-là. Et nous pensons que c'est la meilleure approche actuellement, parce que même aujourd'hui, le chef de l'État, ce qu'il a lancé dans les cadres du programme des 145 territoires, c'est justement cette réalité idéologique communautariste qui va dans le sens d'identifier les vrais problèmes de la communauté et de trouver justement la voie de développement pour régler les problèmes d'une manière globale. Et je pense que c'est la meilleure approche actuellement, parce que il ne suffit pas... La meilleure approche, c'est selon vous. Il y a des gens qui estiment que ce programme de 145 territoires n'a pas fait des études de faisabilité, on ne tient pas compte des réalités de chaque territoire, on ne tient pas compte... Bon, bref, c'est un... Non, projet, ça c'est un autre problème. C'est un projet conçu à la va-vite. Ça c'est un autre... parle de sources de financement, donc il y a beaucoup trop de problèmes. Bon, ça c'est notre problème, c'est pas notre débat du jour. Problème. Voilà. Non, il est important que j'en parle, parce que c'est un autre problème de dire que peut-être dans la mise en œuvre... Ça n'a pas été prévu dans les budgets 2022. Ça c'est un autre aspect des choses. Moi ici je suis en train de définir les concepts. Les concepts, c'est un concept excellent. Parce que en fait, quand les gens ont une urgence, quand il y a un besoin présent,
on n'a pas besoin de prendre tous les temps. On a besoin de régler le problème. Quelqu'un a faim maintenant. Tu ne vas pas réfléchir, je dois faire le commerce, dès que j'aurai le bénéfice, je vais t'acheter à manger. La personne a faim. Il faut traverser en face, voir la maman qui a à manger. Il faut trouver, négocier, trouver à manger, donner à la personne qui a faim. Donc c'est ça la question de responsabilité et de la gestion des urgences. Et c'est là maintenant, face à cette réalité, qu'il y aura le débat avec ceux qui parlent de l'impréparation et tout ça. Ils ont des arguments pour le dire, mais quant à l'approche pour trouver la solution au problème du Congo, je crois que c'était une bonne approche, c'est une bonne approche parce que ça va dans le sens de la vision communautariste, c'est-à-dire trouver la solution à partir de réels problèmes que nous trouvons à la base. Alors on ne va pas vous laisser dans votre casquette d'homme politique parce que c'est pas là, ici c'est économie, écofin, économie et finance, mais on va vous prendre dans votre casquette d'architecte. On dit que la ville est mal structurée. L'urbanisation de la ville pose problème. Quand il pleut, on voit ce qui se passe, il y a la saleté, il y a partout, il y a beaucoup de mauvaises choses. On parle de l'assainissement de la ville, il n'y a même pas une décharge publique, et j'informe l'opinion nationale que pour l'homme, normalement, jette 30% de ce qu'il consomme ou de ce qu'il produit. Que ce soit à la maison et même dans les magasins. Quand vous allez dans un magasin, vous allez trouver qu'on jette des cartons, on jette pas mal de choses, des produits. Donc ça fait que l'homme jette 30% de ce qu'il consomme. Alors, après, pour assainir la ville, il faut avoir une décharge finale. On en parlera peut-être dans d'autres occasions, mais la RDC, le Kinshasa précisément, n'a pas de décharge finale. Il y avait une décharge qui a été laissée par l'Union européenne qui ne fonctionne peut-être plus. Alors parlons de l'urbanisation maintenant de la ville, et vous êtes architecte. On vous accuse, vous, de ne pas respecter les normes architecturales de la construction. Et la ville pose véritablement de problèmes. Le problème de la ville de Kinshasa est assez complexe. C'est lié à l'histoire, c'est lié à la conception de la ville, c'est lié à la planification même de la ville. Parce qu'en fait, une ville grandit. Une ville est liée aux aspects économiques. Une ville, il y a beaucoup d'éléments qui, l'urbanisation déstabilise même, détruit l'épanouissement, le développement d'une ville. Il y a tous ces paramètres. Si nous devons parler de l'histoire, la ville de Kinshasa aujourd'hui, parce que tu habites certainement une commune de Kinshasa, mais quand tu... Moi j'habite la périphérie. Ben, tu habites la périphérie, mais quand tu viens au centre-ville, ta périphérie, tu es à la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Ouais. Mais quand tu viens au centre-ville, tu dis, si tu te poses la question, au Kewapi, tu réponds Nakena ville. Mais pourquoi toi qui es en ville, tu dis que tu vas encore dans une autre ville? Donc c'est déjà un problème de conception des concepts de la ville de Kinshasa. Ça c'est lié à l'histoire. Vous comprenez que la ville de Kinshasa, dès le départ, quand elle a été conçue avec la réalité coloniale, les colons qui habitaient le Gombe, et il avait imposé une ceinture verte pour bloquer Gombe avec l'autre partie. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a les camps qui a été érigé, camp Kokolo. Si vous arrivez, vous avez les golfs, vous avez jardin zoologique, jardin botanique, vous avez toute cette partie avait marché central. C'était une ceinture verte pour séparer les colons avec les indigents. Donc, ce qui fait que traverser de l'autre côté, tu arrives chez les Mundele qui était la ville, rester de l'autre côté, tu n'es pas dans la ville. À peine dans la avant l'indépendance, quelques années avant l'indépendance, il y a eu certaines cités planifiées du genre Lemba, Matete, tout ça, pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans ces histoires-là. Donc, c'est déjà ça le vrai problème qui a commencé, et que la ville, entre-temps, ne s'est pas développée comme ça devait être. Donc, il y a eu des lois qui se sont dégagées, l'occupation désordonnée également des terres, les problèmes politiques, tout ça, les gens qui sont venus. Il y a certains quartiers, si vous allez à Kanlouka, vous allez trouver une communauté. Si vous allez par exemple à Tchang, vous allez trouver une communauté. Ce sont des réalités socio-économiques, politico-économiques qui ont impacté, développé, déplacé ces gens directement vers la ville des Kinshasa. Oui, ça c'était dans les passés, mais maintenant... Ça dans le passé, la ville déjà a été dans ces niveaux-là. Ouais. Alors, concrètement, cette ville s'est mis à se développer. En principe, ce développement devait être imposé par un plan d'aménagement urbain et que tout acteur politique qui a une certaine responsabilité devait suivre ces développements en fonction de ces plans.
mais ce plan n'a pas été correctement respecté. Il y a ce qu'on appelle également l'urbanisme réglementaire. L'urbanisme réglementaire, c'est la loi, c'est les règles qui sont fixées qu'à tel endroit, il ne faut pas ériger et à tel endroit, il faut le faire. Il y a certaines lois qui existent, mais qui devra faire matérialiser, exécuter ces lois? Les personnes qui sont chargées de le matérialiser, ils ne réalisent pas. Il y a encore une autre dimension sur les différents acteurs techniques autres. Moi, je suis un architecte. J'ai eu à céder certains marchés tout simplement parce que j'ai refusé auprès du maître d'ouvrage, qui est le client, de prendre 2 mètres sur la voie publique. Parce que moi, j'ai la responsabilité de refuser en tant qu'architecte, de prendre 2 mètres sur la voie publique. J'ai refusé parce que, de par ma déontologie, de par ma personnalité, je ne peux pas être un élément destructeur. Et la personne dit que non, si tu ne veux pas, je prends une autre personne. Mais l'autre personne peut-être va céder parce qu'il a le besoin. Mais l'État doit être à mesure de refuser dans l'octroi de l'autorisation de bâtir parce qu'il y a l'urbanisme réglementaire. Les règles sont fixées. Donc, ce qui fait que tous ces systèmes-là, il y a une responsabilité des uns et des autres. Quelqu'un qui veut ériger une maison, et sous cette maison, il y a un caniveau, il y a un collecteur. Donc, quand vous allez ériger votre fondation, vous allez bloquer le passage des eaux. Ça poserait un problème. Dans la conception même, tous ces aménagements qu'on fait, il y a un schéma général d'évacuation des eaux dans la ville de Kinshasa. Quand on a fait le boulevard du 30 juin et tout ça à l'époque de 5 chantiers, il y a des endroits, moi personnellement je vis, où les bouches d'absorption étaient bloquées par les fondations. Donc ce qui fait que les travaux ont été faits sans pour autant tenir compte du plan général des évacuations des eaux de la ville de Kinshasa. Et maintenant, en tant qu'architecte, en parlant dans le concret, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, justement, c'est ça la bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, l'application d'abord de lois qui existent. Chacun à son niveau doit le faire. Et de 2, on doit mettre en place un plan d'évacuation, d'assainissement de la ville et que ces plans-là soient matérialisés. Et de 3, il faudra, en ce qui concerne la propriété, le gouverneur et les bourgmestres aient le maximum de responsabilité, de pouvoir qui puisse leur permettre de jouer leur rôle. Parce que une commune, c'est une entité territoriale décentralisée. Il a la responsabilité. J'ai l'impression que nos bourgmestres ne comprennent pas en fait ce qu'ils ont comme responsabilité, parce qu'un bourgmestre, quand tu vois la commune par exemple de Bruxelles, ou je sais pas, tu vois ce que fait le bourgmestre, on te dit cette avenue c'est financée par la commune. Justement, principe, pour ne pas revenir à votre casquette de parti politique, c'est pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que le bourgmestre qui est membre de parti politique, est-ce qu'il est au courant de son rôle, de sa mission et de là où il peut tirer l'argent? Est-ce qu'ils sont au courant? Mais en principe, quand tu postules de toi-même, au-delà d'être un parti politique, quand tu veux postuler, enfin parce que le bourgmestre, en principe, parce qu'on n'a pas encore eu les élections de bourgmestre, ils sont nommés, et en principe dans le choix de bourgmestre, on devait tenir compte de cela. Un bourgmestre, c'est un véritable manager, c'est presque un chef d'État au niveau de la commune. C'est-à-dire, tout ce qui se fait au niveau national, tu dois être à mesure de les développer au niveau de ta commune. Tu as la sécurité, tu as les renseignements, tout le pouvoir régalien, tu les as au niveau de ta commune. Donc ce n'est pas un petit monsieur. Donc apparemment, ces acteurs ne comprennent même pas encore jusqu'à présent leur rôle. Voilà pourquoi on a ces problèmes. Si il devra avoir un critérium approprié pour avoir vraiment de personnes appropriées à ces postes-là, ça aidera beaucoup plus et qu'au niveau de la ville, il y aura une grande responsabilité. Je salue, au niveau d'Engaliema, il y a un architecte qui est vice-bourgmestre. Ça, c'est déjà un pas. Je pense que le confrère est en train de faire un grand travail pour améliorer quand même son secteur dans la commune d'Engaliema. Sachez que à Kinshasa, on estime la population à 18 millions d'habitants. S'il y a des jeunes des 20-25 ans qui sont encore dans le toit paternel, c'est que d'ici 5 ans à 7 ans ou 10 ans, ils ont besoin de maisons pour habiter. Est-ce que vous savez aujourd'hui les nombres de jeunes qui attendent, qui auront besoin d'habitat? Est-ce que l'État répond-il à cette préoccupation aujourd'hui? Monsieur Ndondoboni, en termes, vous êtes architecte, en termes d'habitat, est-ce que vous estimez que d'ici 5 ans, l'État pourrait répondre à cette préoccupation? Non, on a un déficit énorme sur les logements dans la ville de Kinshasa. Il faut justement une planification, parce que tout ça, ça fait partie de la planification. Regardez la ville de Kinshasa, tout le monde se réveille le matin et vient
Je parle du centre-ville. Tout le monde vient au centre-ville et ce qui fait que le soir, tout le monde rentre de l'autre côté. Donc le mouvement est connu. Mais il faut concevoir la ville d'une autre manière. Il y a le logement qu'il faut faire d'une part, c'est vrai, mais le logement doit être conçu dans les concepts qui sont sous forme de petites villes. Parce que le logement n'a pas de sens s'il n'y a pas d'équipement collectif urbain, s'il n'y a pas certaines industries qui sont construites à côté pour que ceux qui y logent aient l'environnement de travail également. Sinon, le mouvement de sens inverse, sens unique, va demeurer. Vous faites les logements à Maluku. Les gens qui y habitent, ils n'ont pas de travail. Ils doivent descendre au centre-ville, travailler et le soir rentrer pour dormir. Et là, le problème n'est pas résolu. Il faut, dans ces projets de logement à Maluku, avoir les équipements collectifs urbains dans cette petite ville que vous allez faire à Maluku et qu'à côté, qu'il y ait du travail, c'est-à-dire certaines industries, certaines activités et que ces gens-là soient en mesure de trouver de l'emploi là-bas, ils travaillent de ces côtés, ils rentrent dormir et c'est comme ça que la ville se développe correctement. Et maintenant, les grandes infrastructures routières vont jouer le rôle de jonction avec les différentes parties. Chez moi, en Gamanjo, dans la périphérie de la ville de Kinshasa, les choses sont en train de bouger au jour le jour. Mais c'est Fion Ndoboni, la périphérie. C'est développé en désordre. C'est maintenant qu'il faut réfléchir justement sur cette périphérie. Parce que demain, on va avoir le même problème. J'ai assisté à certains lotissements à Maluku. Vous êtes à Maluku, il y a des grands étendues. Non, on vous fait de petites avenues de 6 mètres. Pourquoi? On vous fait de petites parcelles de 10 x 10. Pourquoi? C'est là qu'il faut déjà commencer. Ouvrir de grands axes. On vous met minimum 15-20 mètres d'ouverture. Parce que quand vous faites 15 mètres... Mobutu l'a fait à Kinkole. Par exemple, quand vous ouvrez un minimum de 15 mètres, une route tertiaire, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'avoir 2 bandes, plus ou moins 12 mètres, 10 ou 12 mètres, 6 mètres de 2 bandes, il y a les emprises, il y a la verdure, il y a toutes ces choses, vous pouvez planter le long des avenues et la cité sera aérée. Mais quand déjà dès le départ, quelques géomètres se mettent à faire un quadrillage des espaces qu'on appelle lotissement. J'ai assisté au lotissement, j'ai vu le lotissement qui s'est fait derrière les camps Kokolo. Je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai des larmes aux yeux. En plein centre Gombe, on fait un lotissement, une avenue de 4 mètres pour qui passe un véhicule ou 2 véhicules. La faute, c'est à qui? Mais justement, la faute, on n'associe pas les experts qui sont censés faire ce travail. Vous allez constater qu'il y a un lotissement qui a été fait derrière les camps. Et pourtant, quand Kokolo, là, on devait faire un lotissement qui devait être prestigieux, un quartier qui devait faire la fierté. Mais je suis allé, j'ai vu une avenue de 4 mètres. Les 4 mètres, 2 voitures quand ils vont s'entrecroiser comment? Donc c'est déjà un problème avant même la construction. Et la personne qui avait sa parcelle, il a vu le 4 mètres, il voulait encore prendre 1 mètre. Mais il n'y a personne qui l'interdit de le faire. Donc la responsabilité, c'est à ces niveaux. Au niveau du ministère de l'affaire foncière, au niveau du ministère de l'urbanisme, c'est à ces niveaux qu'il faut faire un très grand travail. Mais quand pour ce travail, vous associez un architecte, un urbaniste, quelqu'un qui a la profession, la matière, la compétence suffisante pour établir de bons projets, il va vous le faire sans problème. Et à ce moment-là, il veillera avec les organes compétents que l'autorisation de bâtir, avant qu'elle soit octroyée, qu'elle respecte le plan qui a été fait en amont. Mais si déjà dans le plan, vous avez laissé 4 mètres d'avenue, le plan sera respecté, mais c'est un plan qui ne sera pas vivable. Mais la faute, c'est aussi à vous, le président de l'Ordre national des architectes. Ah mais vous avez quand même une position à pouvoir vous exprimer, à faire changer les choses. Nous avons la position, justement. L'État, c'est à vous de faire le travail, si le pouvoir public, justement, si le pouvoir public a mis en place l'Ordre national des architectes, c'est aussi pour cette raison, protéger la population. Nous faisons à notre niveau l'identification des architectes, l'encadrement des architectes et écrire à qui de droit pour que nous soyons à mesure d'être entendus et le faire. Nous faisons à notre niveau, mais les décideurs à un certain moment doivent également jouer son rôle. Vous comprenez? Les décideurs doivent jouer son rôle. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gouvernants aujourd'hui à ce qui concerne ces 2 ordres qu'on vit dans la ville? Et j'ai suivi un député national, que je ne cite pas le nom, c'est quand même pas le moindre, qui dit que la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale. Au-delà des slogans, au-delà de tout ce qu'il dit. Oui, on va parler dans la politique, mais on reste vraiment... Évidemment, merci de m'avoir interdit, voilà. Sinon j'allais répliquer là-dessus. Non, on va parler dans la politique. On est vraiment dans je suis totalement d'accord. Mais vous comprenez, la loi
pour la loi créant, qui est promulguée portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes, attribue à l'Ordre national ou le Conseil national des architectes le rôle du conseiller du gouvernement. Toutes les questions qui concernent l'architecture, l'urbanisme et les aspects techniques d'infrastructure. Conseiller du gouvernement. Que le gouvernement, le pouvoir public, quand je parle de gouvernement d'une manière globale au niveau national, provincial et autres, utilise l'architecte, utilise l'ordre des architectes, consulte l'ordre des architectes pour qu'il joue son rôle de conseiller. Que ce soit dans le projet, j'étais en échange avec le ministre de l'aménagement du territoire il y a quelques mois, avec certains, même de différents organismes qui ont été, dont la mission des 145 territoires a été confiée. Je leur ai dit clairement, oui, on fait les 145 territoires, c'est vrai, mais l'organisation spatiale à vol d'oiseau de ces différents territoires, ça existe où? On va faire les soins de santé, on va faire le marché, on va faire toutes ces choses. Mais toutes ces choses qu'on va faire doivent avoir une certaine harmonisation quand on a une vue aérienne. Doit avoir pas seulement l'harmonisation, mais doit avoir également une extension. Vous me rejoignez dans ce que j'ai dit au départ, que ça a été fait à la va-vite. Donc, c'est pas... Non, c'est récupérable. Tout ça, c'est récupérable. Parce qu'il y a l'existant et il y a l'extension. Parce que les hôpitaux sont déjà localisés. Si on doit les réhabiliter, si on doit réhabiliter les écoles, on sait où ça se trouve. Ça, c'est pas un problème. Mais il faudra qu'on développe le territoire et que l'extension en fonction de la population soit déjà planifiée. C'est-à-dire, on sait organiser la zone de logement, zone de marché, zone d'activité d'accueil, activité sportive, activité, tout ça, c'est bien organisé. Et on sait, dans 10 ans, dans 20 ans, quand la population sera à telle hauteur, voilà comment on va étendre. Ça doit être connu en amont. Sinon, on va retomber sur le même problème. C'est-à-dire la programmation. Il doit être fait en amont. Et voilà pourquoi nous saluons la création de l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Peut-être c'est cette agence, au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, peut-être cette agence qui va peut-être faire ce travail en termes de planification, organisation, tout ça. Donc, je pense qu'à l'issue de notre discussion avec son excellence monsieur le ministre, ça y est quand même cet impact. Ah, son excellence monsieur le ministre. Toujours des titres en passant. Alors, je vais aujourd'hui, maintenant, on va parler de... Quand vous parliez des architectes, j'ai revu un problème qui se pose toujours, un problème de la main-d'œuvre, de la compétence. Vous êtes également dans les passations des marchés. Vous voulez qu'on vous implique, mais on estime parfois que la RDC n'a pas vraiment, dans certains domaines, la main-d'œuvre qualifiée. Dans les passations des marchés, les gens veulent bien garder le marché, mais on trouve qu'ils n'ont pas des gens qui peuvent faire ce travail-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut créer d'autres universités, d'autres formations? En fait, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour... Bon, en fait, évidemment, je suis un expert en passation des marchés certifié. C'est une réalité. Vous savez, il y a certaines choses qui se résolvent dans les temps. Et quand tu as une vision, dans la vision, il y a ce qu'on appelle les temps de préparation. Si tu veux devenir grand, tu dois avoir un temps de te préparer pour le devenir. On ne devient pas grand, tu dors, tu te réveilles, tu le deviens. Dans la préparation, il faut acquérir des compétences. Ça, c'est d'une part. Tu travailles pour acquérir des compétences. Il est vrai que pendant un long moment, notre pays, les compétences ne se sont pas développées. Je me souviens, j'avais un projet à Goma et j'avais besoin des experts, de ceux qui pouvaient me faire la bonne climatisation, mais il n'y en avait pas dans la ville. Maintenant, il y en a. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, il fallait soit faire venir un expert de Kinshasa, soit aller chercher dans certains pays limitrophes, tout ça. Donc, c'était un réel problème. Alors, aujourd'hui, on a des appels d'offres qui se font au niveau du pays, dont les compétences en termes de technologie, en termes de l'utilisation de certains matériaux, posent problème. Voilà pourquoi, au niveau de la loi, il y a la loi sur la sous-traitance, il y a la loi au niveau de l'ordre des architectes qui dit aucun architecte étranger, par exemple, ne peut exercer en RDC s'il n'est pas associé à un architecte congolais. Donc ce sont des histoires comme ça, il faut appliquer. De manière à ce que la technologie, la compétence qui est de l'extérieur, quand il s'associe avec un confrère, un compatriote, la technologie peut rester. C'est là que le pouvoir public, les décideurs doivent s'atteler pour que dans les temps, la totalité de la
compétences de la technique, de la technologie reste au pays et que les Congolais soient en mesure de faire la totalité. C'est une réalité. Donc, c'est pratiquement dans d'autres domaines également. Et voilà pourquoi la loi de la sous-traitance exige, quand on veut, dans certains projets, il y a un 30% qui est réservé aux nationaux. Pas seulement dans les secteurs des finances, mais également dans les secteurs des compétences. Donc, il faudra que ça soit développé. Mais ce qui est vrai, la question de passation de marché aujourd'hui en RDC, on a quand même fait un pas. On a fait un pas important parce qu'il y a une transparence, il y a une traçabilité. Si tu te mets en compétition, tu soumissionnes à 10 projets, tu ne manqueras pas d'en gagner un. Parce que si tu réponds à tous les critères, tel que ça se présente, le critère dans l'aspect administratif, sur le plan administratif, tu dois être correctement identifié. Côté compétences pertinentes dans le domaine où les travaux sont demandés. Tu démontres que tu les as. Tu démontres que tu es en règle avec le fisc. Tu démontres toutes ces choses-là. En tout cas, tu finiras par gagner un marché. Si pas aujourd'hui, demain tu gagneras parce que le mécanisme est clair. Ce n'est pas d'autre comme d'autres pays aujourd'hui d'Afrique. Pour gagner un marché, il faut appartenir à une classe ou à une famille quelconque avant de gagner. Cette histoire-là au Congo appartient au passé. Si tu respectes les règles de jeu, tu peux gagner un marché sans difficulté et sans problème. Et donc pour vous, vous êtes d'accord que le gouvernement doit soutenir ce qu'on appelle la classe moyenne? Absolument. Le développement du pays, c'est avec la classe moyenne. S'il n'y a pas de classe moyenne, il n'y aura pas de développement. Parce qu'aujourd'hui, cette classe moyenne n'existe presque pas. La classe moyenne, c'est cette classe qui crée l'équilibre en fait. C'est la classe qui crée l'équilibre, qui crée le maximum possible de la transaction. Parce que on doit travailler pour annuler, je ne veux pas appeler la basse classe, mais je veux plutôt appeler la classe modeste. On doit annuler cette classe modeste pour que tout le monde ait la classe moyenne et que la classe, entre parenthèses, un peu haute, soit minime, peut-être représenter 10% et que 90% ça soit la classe moyenne parce que tout le monde devra avoir le droit à la vie et de faire les projections de ce qu'il veut faire, de se créer un abri, de projeter que dans 5 ans, dans 10 ans, je dois avoir un chez moi, je dois nourrir correctement mes enfants, je dois les éduquer, je dois planifier mon déplacement vers l'étranger ou à l'intérieur du pays. Tout le monde doit être à mesure de le faire parce que c'est un droit qui est reconnu dans notre Constitution. Alors, on va lentement vers la fin donc, de notre mission d'aujourd'hui. Et vous avez été également dans le secteur des télécommunications. Voilà. Et ça aussi, on parle d'Internet, on parle des autorités d'information, on parle d'un secteur porteur de croissance et porteur de richesse. Internet n'est pas de bonne qualité. Nous avons une connexion qui coûte extrêmement cher parmi beaucoup de pays de la région. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est conscient de ce que Internet peut apporter? Parce qu'un jeune homme peut créer son start-up, il peut créer son entreprise, il peut employer beaucoup de gens, mais il y a l'Internet, il y a le courant, l'électricité, tout ça. C'est tout ça. Vous savez, aujourd'hui, si au niveau international, l'Internet, toutes les choses là sont plus faciles, c'est parce que la question de la fibre optique a été correctement réglée. Nous avons eu un sérieux problème sur la fibre optique qui devait fonctionner normalement. Maintenant, il y a des avancées. Vous estimez que la fibre fonctionne bien? À combien de pourcents? Non, justement, je dis il y a quand même des avancées. Mais non, le taux de pénétration aujourd'hui est trop faible. On est à 10 ou moins de 15%. Même en termes de téléphonie mobile, au niveau de la République, on est à moins de 20 ou 25% de taux de pénétration. C'est-à-dire il y a plus de 70% des Congolais aujourd'hui qui n'ont pas accès à cette communication. Oui, parce qu'ils n'ont pas. Peut-être à Kinshasa, les gens peuvent avoir la connexion. Mais quand vous êtes là à l'intérieur du pays. Non, je ne parle même pas d'abord de la connexion. Oui. Je parle de l'appel normal. Oui, je connais bien le taux de pénétration, mais effectivement, lorsque les gens estiment qu'ils n'ont pas les outils de qualité, comment
ils peuvent aller à l'intérieur, ça devient un véritable problème. Oui, justement. Si on avait facilité la bonne connexion à l'intérieur du pays, je pense que le taux de pénétration serait beaucoup plus élevé. Oui, mais la question que vous me posez, c'est une question de la télécommunication. La télécommunication, les personnes qui les portent actuellement, ce sont les entreprises de télécommunication. Mais en réalité, la société qui doit piloter la télécommunication ici, il y a une société de l'État qui existe, qui devait jouer ce rôle, arriver en amont, avoir tous les équipements et servir les différentes sociétés. Mais ce n'est pas ça ce qui s'est fait. Donc chaque société est en train de travailler par rapport... Il y a Renatelsat qui était la société qui assurait les transferts internationaux. Donc la sortie, ça passait par Renatelsat. Mais chaque société de télécom aujourd'hui a sa sortie, j'en parle parce que ce sont des choses que j'ai faites, à la sortie sur l'international par le satellite connexion sortie internationale. Mais ça devait être régulé et protégé, contrôlé en partie des structures d'État. Je pense que le système de régulation, peut-être il commence à contrôler ça. C'est l'ensemble de toutes ces choses-là qu'il faudra correctement finalisé. Il y a un ministère qui s'occupe de tout ce qui est télécommunication, de manière à ce que les taux de pénétration par rapport à la population congolaise aillent dans les sens croissants. Au-delà de la connexion Internet, il faut que chaque personne ait la possibilité de... Je pense que jusqu'aujourd'hui, à des coins, on utilise encore la phonie, on utilise encore, mais je pense que chaque Congolais doit être à mesure d'appeler. Donc, il faudra réfléchir de quelle manière accroître ce taux de pénétration et accélérer également la question de l'Internet. Alors, M. Philippe Ndozoboni, donc on peut revenir dans votre casquette politique, peut-être pour pouvoir conclure. Alors, l'agriculture, priorité des priorités. Nous avons septennat du social, 5 chantiers, 3 secteurs prioritaires, avec Mosé Laurent Désiré Kabila, révolution de la modernité, Chile Chelou, que de projets à la RDC, que de projets, des programmes qui n'ont jamais presque été réalisés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le pays maintenant? Au-delà de ces discours, au-delà de ces programmations qui ne réussissent pas. En fait, on a, côté intelligence, les Congolais est parmi les hommes les plus intelligents de la planète. Mais le vrai problème qui nous manque, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Observez tout simplement aujourd'hui, même avec, si quelqu'un veut faire quelque chose de bien ou essaie de faire quelque chose de bien, qui rate, au lieu de l'encourager, qu'il reprenne, qu'il continue, c'est tout le monde qui tire sur lui et qui décourage. Donc, on a un sérieux problème d'homme, l'homme en soi, qui ne voit pas l'autre, qui se voit lui-même, qui ne partage pas, qui prend tout lui-même, qui ne voit pas l'intérêt de l'autre, qui se voit lui-même en fait. Le vrai problème aujourd'hui, c'est un problème d'homme. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, c'est un problème de prise d'identité qui est nôtre en tant que Congolais. Et chaque Congolais, s'il comprend que nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes un peuple fort, grand et puissant, un peuple que Dieu a établi au cœur de l'Afrique pour jouer un rôle important de leadership, un rôle qui devrait faire de nous des modèles et que tout le monde devra se retrouver autour de nous. Si chaque Congolais arrive à comprendre ce rôle-là, il va commencer à changer son attitude, son comportement dans son environnement. Le rôle qui est nôtre, nous ne sommes pas n'importe qui. Et la fierté nationale, l'esprit d'appartenance, de se dire que j'appartiens à un peuple fort et grand, doit être notre motivation de tous les jours. Je ne dois pas voir mon frère faible, je dois le prendre, le lever pour qu'il devienne aussi fort. Si tout le monde change cette façon de voir et de faire, je pense que beaucoup de choses vont changer. Parce que Dieu a mis à notre disposition toutes les richesses. Dieu a mis à notre disposition les compétences. Dieu a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Mais l'unique chose qui nous manque, nous n'utilisons pas tous ces atouts pour l'intérêt général. On les utilise pour l'intérêt personnel. Si nous changeons notre façon de faire et d'agir, je pense que le Congo n'aura même pas besoin de beaucoup de temps pour aller de l'avant. Peut-être pour conclure. Le mot, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir pour dire que notre nation est forte, nous ne sommes pas faibles, et restons dans cette vision et l'accompagnement de nos FARDC dans cette épreuve difficile. Encouragement total et encouragement total également l'ensemble de notre peuple. Évidemment, l'encouragement spécial à notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Sommes-nous devenus des diseurs de bonne aventure? Car nous avions un rêve sur le Congo que nous n'arrivons pas à réaliser.
Est-ce que nous sommes devenus des diseurs de bonne aventure? Et ce courage que nous n'avons pas de ne plus courtiser le chef jusqu'à nous en dégoûter nous-mêmes. Parole de Nicole Solo, Marc 5. Merci à vous tous et merci à Fiyundondo Boni. J'espère qu'on vous retrouvera dans un autre cadre et pour pouvoir avec plaisir avec vous. Merci en tout cas. Et à toute l'équipe qui travaille avec nous. Merci.